changer de thématique, hein. Et si la nature devait être une source d'inspiration pour l'innovation, c'est la thématique de la journée Eureka qui se déroule ce mardi au plateau des Capucins à Brest. 15 chercheurs s'inspirent finalement de notre bien commun, hein, la nature, pour au final améliorer notre quotidien, voire le transformer. On appelle cela le biomimétisme. Idrissa Berkane, bonjour. Vous êtes chercheur et enseignant spécialiste des neurosciences, hein, et vous vulgarisez aussi par des exemples concrets la manière dont s'inspire la nature pour innover. Nous avons ici la chance, hein, d'habiter dans un environnement qui est assez extraordinaire, et ce n'est pas Franck Zal, j'imagine, qui nous dira le contraire. Idrissa Berkane, est-ce qu'on ne regarde pas suffisamment ce qui nous entoure ? Alors, tout à fait. Et l'exemple de Franck Zal, ici présent, est remarquable à cet égard. C'est que, en fait, le biomimétisme nous dit que la nature est la plus grosse source de connaissances sur Terre, de connaissances, de savoir. Et les savoirs, ça vaut beaucoup d'argent. En Corée, par exemple, aujourd'hui, la Corée du Sud a eu un ministère de l'économie de la connaissance. C'est le premier pays à avoir eu un ministère dédié à l'économie de la connaissance. Et chacun sait que la Corée du Sud est beaucoup plus riche que la Corée du Nord. Ce que chacun ne sait pas, c'est que la Corée du Nord est riche de ressources, de matières premières. Il y a d'énormes gisements de graphite, etc. en Corée du Nord. Mais la Corée du Nord reste pauvre alors qu'elle a des matières premières. La Corée du Sud est riche parce qu'elle a des connaissances. Eh bien, au XXIe siècle, on se rend compte d'une part que la connaissance vaut beaucoup plus cher que le pétrole. Facebook aujourd'hui vaut plus que Total, bien plus que Total. Et en même temps que la nature est le plus gros gisement de savoir. Alors ça, c'est sur le plan théorique. Sur le plan pratique, vous avez le cas ici des travaux de recherche de Franck Zal qui démontrent très concrètement ce que c'est que d'extraire un baril de connaissances de la nature. Quels sont aujourd'hui les enseignements justement à tirer de cette nature qu'on est amené à dégrader malgré tout aussi au fil des ans, hein. Aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années, depuis 50 ans, depuis l'après-guerre, on va piller littéralement la nature. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? La nature est une bibliothèque. Il y a deux façons de faire de l'argent, hein, pour simplifier avec. Soit on la vend comme source de papier, soit on la vend au kilo, ça c'est stupide et ça rapportera pas beaucoup. Soit on la vend comme source de lettres, c'est-à-dire qu'on la lit, qu'on l'étudie. Dans la nature, il y a des solutions thérapeutiques, il y a des solutions d'architecture. La tour Eiffel est inspirée de l'os humain, par exemple. Les piliers porteurs de la tour Eiffel ont été inspirés de l'os humain pour être à la fois très léger et très résistant. Et c'est pour ça que la tour a pu être construite. Il y a plein comme ça de solutions que Airbus applique, que tout un tas d'industries vont appliquer, qui sont issues de la nature. Soit on utilise la nature comme une source de matière, auquel cas on va la détruire. Soit on utilise la nature comme une source de savoir, auquel cas non seulement elle va nous enrichir, mais en plus nous allons la préserver. Et qu'est-ce qu'on fait le plus en ce moment ? Davantage bien sûr comme une source de matière. Quand le Brésil, alors pour prendre des cas qui ne fâcheront personne, quand le Brésil décide de brûler de la forêt amazonienne et pour planter du soja uniquement, la valeur économique de cette forêt amazonienne, les toxines de certaines grenouilles, les procédés de certaines plantes, est très supérieure à la valeur de 10 ans, 20 ans, 30 ans de soja vendu sur la même surface. Donc aujourd'hui, c'est simplement stupide. Concrètement, si vous avez hérité une bibliothèque de votre grand-père, la meilleure façon de faire de l'argent avec, c'est pas de la vendre au kilo. C'est de lire les livres, éventuellement même de les louer. C'est exactement ce qu'il faut faire avec la nature. Parmi les chercheurs, hein, le Morlaisien Franck Zal, évidemment, qui est sur notre plateau, cofondateur d'Emarina, grâce à ses recherches, hein, et à partir de vers marins, Franck Zal a réussi à extraire l'hémoglobine de l'arénicole. Hein, c'est le ver capable, hein, de transporter 40 fois plus d'oxygène, Franck, vous me dites si je me trompe, hein, que le sang humain, une technique révolutionnaire, notamment pour la préservation des greffons. Franck Zal, c'est en observant justement cette nature que vous avez perçu, vous, le potentiel de ce ver marin ? Ah oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai été pendant une quinzaine d'années chercheur au CNRS. Je faisais de la recherche fondamentale et je m'intéressais en fait aux vers qui colonisent des milieux extrêmes. Alors, je travaillais sur les sources hydrothermales profondes, les vers géants qu'on trouve au niveau des dorsales océaniques, et puis un vers moins exotique qu'on connaît tous, qui s'appelle le buzuc chez nous, Arénicola marina. J'ai essayé de comprendre comment ce ver, qui a 450 millions d'années, était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Et quand je disais ça en famille, les gens me disaient mais on s'en fout. Ça ne sert à rien d'étudier la respiration d'un ver marin. Eh bien si, parce qu'aujourd'hui, on a trouvé une molécule qui est en fait l'ancêtre de nos globules rouges. Et avec ce produit-là, on est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine grâce à cette hémoglobine qu'on a trouvée chez un ver marin. Ça fait plus de 11 ans maintenant que vous avez lancé Emarina à Morlaix. Tout cela est long aussi à mettre en place. Il faut convaincre, il faut réussir à lever des fonds et à dire oui, j'y crois et on va aller jusqu'au bout. Oui, bien sûr, c'est un process extrêmement long. Vous imaginez un gars se balader sur la plage avec ses bottes, sa fourche et son seau, aller chercher des arénicoles, et puis tout d'un coup dire « je vais révolutionner la médecine ». Imaginez-vous en fait la réticence, l'inertie du système qui va faire que finalement on va essayer de vous bloquer à tous les niveaux, que ça soit réglementaire, que ça soit financier, que ça soit
Tout. Donc finalement, oui, c'est un long process, mais d'un autre côté, je dis toujours, nous, c'est Emarina, on est une société de biotechnologie ou de biopharma qui est basée à Morlaix, mais c'est pas parce qu'on est une petite société de biopharma qu'on doit tuer plus de gens que des big pharma. Donc la réglementation doit s'appliquer aussi même à des petites sociétés comme les nôtres. Et donc c'est ce qu'on a mis en place et qui est très long et qui coûte beaucoup d'argent, mais c'est un nécessaire et c'est un bien en fait pour les produits qu'on est en train de mettre sur le marché. Idriss Aberkan, vous êtes un empêcheur un peu tourné en rond, hein. Vous dites ce que vous avez à dire. Vous comprenez aussi justement la difficulté qu'ont les chercheurs à passer 5, 10, 15, 20 ans avant de pouvoir vraiment montrer que leurs produits, leurs idées sont bonnes? Alors, c'est surtout là le côté entrepreneur qu'il faut souligner. Frank Zal est un de mes héros pour cette raison, c'est que ce que je décris dans mes travaux, il l'a vécu physiquement. Schopenhauer disait que toute révolution passe systématiquement par 3 étapes. D'abord, elle est considérée comme ridicule, puis elle est considérée comme dangereuse, et enfin, elle est considérée comme évidente. Le droit de vote des femmes est passé par ces 3 étapes, l'abolition de l'esclavage aussi, et même, vous le savez, même le fait que les femmes puissent porter des pantalons. Coco Chanel a fait de la prison pour ça, parce qu'elle faisait des pantalons pour les femmes. Eh bien, l'idée d'avoir un ver marin qui pourrait permettre de transfuser des gens, puisque son hémoglobine est transfusable, de préserver les greffons d'une meilleure façon, et de façon concrète, encore une fois, pas théorique, de le faire sur des patients. Ça aussi, c'est passé par ridicule, dangereux, évident. Et pour faire en sorte qu'une entreprise puisse émerger, créer des emplois, créer des richesses, changer son industrie, il faut un porteur de projet capable d'aller dans la tempête. Permettez-moi vraiment d'utiliser le fait qu'on est ici à Brest, un Breton, quelqu'un qui est capable de traverser la tempête d'un point de vue psychologique pour savoir absorber le ridicule, le dangereux, avant que ça devienne évident. Avec Frank Zal, vous avez le cas d'une personne qui a fait ça, qui est passée de la fourche sur la plage, un petit ver marin, à on greffe des visages maintenant en utilisant cette hémoglobine. Alors Frank Zal, on parlera justement peut-être des futures innovations là, qui sont dans les cartons. Et Frank Zal, on vous suit régulièrement évidemment sur TBO. Depuis près de 11 ans, vous êtes implanté à Morlaix. Vous venez de créer une ferme pour l'élevage de la rénicole à Noirmoutier, en Vendée. N'est-ce pas un crève-cœur pour vous de travailler à distance ? Alors oui, bien évidemment, j'aurais bien... Je rebondis sur ce que disait Idriss. Vous avez fait peur à des gens ? Alors, les 3 étapes que Idriss citait, bien évidemment, je les ai vécues. Alors, j'irai même plus d'une façon plus crûment. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais l'abruti de service pendant 3-4 ans, puisque finalement, j'allais révolutionner des trucs qui n'existaient pas. Dangereux, bien évidemment, parce qu'il fallait faire les formulaires pour la rénicole, administratif, et donc ça n'existait pas. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « j'y avais pensé avant toi ». Donc, c'est intéressant, en fait, ce parcours est intéressant. Alors, pourquoi Noirmoutier ? Tout simplement, j'ai essayé de monter cette ferme en Bretagne. Et vous savez... Quels ont été les freins ? La loi littorale ? Loi littorale, Natura 2000, espace remarquable, zone humide, et j'en passe. Et surtout une consultation en mairie où j'avais trouvé un terrain sur la presqu'île de Crozon où quelqu'un au fond de la mairie a levé le doigt et il avait trouvé des traces de loutre sur le terrain que je voulais acheter. Donc là, c'était bloqué, c'était fini. Donc on a acheté... Comme l'escargot de Quimper un peu aussi. Voilà, ou la couleuvre à collier jaune de Morlaix. Et donc en fait, tout ça, c'est des freins. Pour moi, c'est des freins antidémocratiques puisqu'en fait, une personne peut bloquer un projet industriel. Mais c'est pas grave, on a trouvé une solution à Noirmoutier. Ce que je veux dire, en fait, pour rebondir sur ce que disait en fait Idriss sur la bibliothèque, bien évidemment, quand on fait du biomimétisme, il est hors de question d'aller défauner toutes les plages de Bretagne. J'allais pas défauner toutes les plages de Bretagne entre la mer du Nord et Biarritz. Donc l'histoire, c'est de la bio-inspiration, c'est-à-dire qu'on a compris comment ces vers fonctionnaient. Et bien évidemment, on recrée tout ça en fait dans une ferme pour pas aller détruire la nature. Idriss, quelles sont les grandes évolutions, les transformations qu'on va vivre dans les mois, dans les années? Est-ce que vous avez déjà conscience de ça? Alors maintenant, aujourd'hui, vraiment, il y a une évolution majeure à l'échelle mondiale, pas que dans le cas français, qui est d'arrêter d'opposer nature et économie. Pendant très longtemps, on croyait sincèrement que dès qu'on parlait d'écologie, on ne pouvait pas parler d'économie, et que dès qu'on parlait d'économie, on ne pouvait pas parler d'écologie. C'était deux choses qui se battaient. dans l'actualité du moment. Absolument. Alors, ce qui fait que la COP 21, on s'en souvient déjà comme celle qui est venue entre la 20 et la 22, pardonnez-moi, eh bien, c'est parce que dans la diplomatie écologique dominante, surtout à l'échelle mondiale aujourd'hui, il y a cette bataille rangée, cette guerre entre ceux qui disent, bon, nous, on va parler d'écologie parce qu'il faut, on le voit bien, il y a un continent plastique dans le Pacifique, parlons-en, oui d'accord, mais il y a la crise, il n'y a pas d'emploi, etc. En fait, on peut réconcilier les deux. On peut réconcilier les deux parce que protéger la nature, en fait, c'est rentable. Ça ne coûte pas d'argent de protéger la nature au début peut-être, mais sur le long terme, ça en rapportera énormément. Soit, alors pour des cas très terre-à-terre, par exemple, la mangrove en Asie du Sud-Est qui protège des tsunamis, ça a été démontré ça. Préserver la mangrove aurait empêché le tsunami de pénétrer plus loin, donc de détruire tout un tas de bâtiments. Mais quand on le voit maintenant à l'échelle intellectuelle, à l'échelle des industries, la nature a des leçons industrielles à nous donner sur le traitement des déchets, sur les technologies. Airbus s'inspire de la nature tous les jours pour faire des avions plus performants. Ça, c'est une source de richesse et c'est notre avenir.
Alors en un mot, Franck Zal, en un mot vraiment, donc on sait aujourd'hui que le sang du marin pourrait aussi permettre de soigner les AVC, des infarctus du myocarde, quoi encore? Alors, des plaies du diabétique, en fait, qui se terminent aujourd'hui en amputation. Il y a une amputation toutes les 30 secondes liée au diabète. Et donc, c'est un problème de santé publique majeur. La transplantation, on perd un organe sur 2 aujourd'hui, alors qu'il y a des patients qui meurent tous les ans, en fait, sur cette liste d'attente. Quand j'ai commencé Marina, il y avait 1000 personnes sur la liste d'attente. Aujourd'hui, on en est à 28 000, plus de 28 000. Et donc, aujourd'hui, en fait, cette technologie qui s'appelle HemoDolife permettrait de conserver ces greffons en bon état, dans un état physiologique, et bien évidemment, d'éviter de perdre un greffon. Vous imaginez une famille qui va donner le cœur de son enfant pour être greffé chez un patient, et tout en sachant que ce cœur peut aller à la poubelle, parce qu'on ne sait pas le conserver. Pour moi, c'est tuer une personne 2 fois, quoi. Merci. Merci à vous deux.